Loki, vous savez quoi au juste? Pas grand-chose, je suppose. Mais j'apprends vite, vous savez. Et je suis un dieu. Ah bah, commençons par les bases alors. C'est parti. Toute l'existence court un grave danger. Le TVA a disparu. Ces trucs s'appellent des ATV et non, on en a reçu 2 la semaine dernière. J'ai besoin de votre aide pour nous aider à le réparer. Oh, un rassemblement. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la watchlist de Spoilers. Ici Guillaume et je suis avec Justine. Salut Justine. Salut Guillaume, ça va? Ça va, écoute, je suis content de te retrouver dans une nouvelle watchlist. Là, ça faisait quelques semaines qu'on n'avait pas sorti ce format court qu'on aime bien faire pour un peu débriefer des récentes sorties. Voilà, donner un petit avis, une petite recommandation si pour vous qui nous écoutez, vous pouvez vous lancer ou pas dedans, mais vous commencez peut-être à être un petit peu habitué. On en a sorti quelques-unes maintenant et donc on va consacrer cet épisode à la série Loki, aux 2 saisons de cette série qui a priori seraient les 2 seules saisons. En tout cas, on en est là à peu près aujourd'hui où on enregistre. Oui. Petit pitch, petite description, qu'est-ce que c'est que Loki, même si bon, j'imagine que vous avez vu passer ça un peu partout. C'est la 3e série live action issue du fameux Marvel Cinematic Universe, donc le fameux MCU. Donc on avait eu WandaVision et Falcon and the Winter Soldier à l'époque, et ensuite Loki, qui donc est showrunné par Michael Waldron, qui avait fait un petit passage sur Rick et Morty, et qui avait signé ensuite le scénario de Doctor Strange and the Multiverse of Madness, donc Doctor Strange 2, et dont on crédite encore aujourd'hui le travail sur un des prochains Avengers qui s'intitulerait Secret Wars, puisqu'il y a 2 prochains Avengers qui ont été annoncés, Kang Dynasty et Secret Wars, et donc a priori voilà, ce Michael Waldron est un peu le gars sûr des scénarios des nouveaux Marvel qui parlerait un peu de multiverse, j'ai l'impression. Loki diffusé à partir de juin 2021 sur Disney+. Petit pitch donc rapidement sur ce début de saison si vous l'avez pas regardé. On commence donc directement après l'évasion de Loki, vue dans Avengers Endgames grâce au Tesseract, donc la pierre de l'espace. Un Loki qui, à cause des actions temporelles des Avengers, on se souvient que dans Endgame, voilà, les Avengers essayent de changer le cours du temps pour ne pas que Thanos supprime la moitié de l'univers d'un claquement de doigts, et donc ces changements vont créer des lignes temporelles alternatives, et notre Loki, celui de la série, donc va, à cause de ces actions temporelles, devenir une version alternative de lui-même, un variant, un terme qu'on va entendre de nombreuses fois dans la série. Un statut qui va le placer immédiatement sous la juridiction de la Time Variance Authority, donc TVA, à ne pas confondre avec la TVA qui en France est vraiment quelque chose de aussi peu sympathique, mais pas tout à fait pareil, même si eux aussi ils sont capables de te poursuivre très très loin. Ça sent du vécu, tu veux en parler? On a des choses à exorciser C'est ça, le statut d'auto-entrepreneur, quel enfer. Donc la TVA, c'est une nouvelle organisation dans le MCU qui évolue hors du temps et de l'espace, et dont le rôle est de garantir la cohérence temporelle de l'univers, rien que ça. Rapidement contraint de collaborer avec donc cette entité, Loki va faire la connaissance de plusieurs personnages, et notamment de Moebius, un agent flegmatique et sympathique, mais aussi d'une variante féminine de lui-même, Sylvie, à travers une course-poursuite, c'est globalement la saison 1, pour sauver rien de moins que le multivers, puisque c'est vraiment avec Loki que le MCU rentre les 2 pieds dans la notion de multivers, puisqu'ensuite on aura Spider-Man 3, on aura Doctor Strange, comme on l'a dit tout à l'heure, et puis tout un tas d'autres déclinaisons comme la série animée What If. Au casting, on retrouve évidemment Tom Hiddleston, qui reprend son rôle de dieu de la malice, qu'il tient depuis maintenant 14 ans, je crois. En tout cas, il me semble que ça fait bien ça. Ouais. Il est accompagné, entre autres, par donc tout un casting secondaire assez sympa, d'acteurs plus ou moins connus. On a notamment par exemple Sofia Di Martino qui joue donc le personnage de Sylvie, cette version alternative de Loki. On retrouve presque avec étonnement un excellent Owen Wilson, donc dans le rôle justement de Moebius, cet agent grisonnant qui va être un peu notre porte d'entrée dans la TVA et va rapidement devenir le bestie de Loki, très clairement. Il y a de la bromance dans l'air.
Un personnage qui aime autant les tartes ne peut pas être entièrement négatif. On ne pouvait que s'attacher à ça. C'est clair. Et on retrouve aussi des personnages des actrices comme Gugu Mbata Wow dans le rôle de Ravonna Renslayer et Wunmi Mosaku dans le rôle de B-15. Donc deux personnages qui eux aussi sont des personnages importants de cette TVA qu'on va apprendre à connaître et à suivre sur ces 2 saisons. Donc voilà, globalement pour un petit pitch introductif sur la série Loki. Qu'est-ce que tu en as pensé de ton côté, Justine ? Alors, j'aurais beaucoup de choses à dire sur Loki. C'est une série qui m'inspire beaucoup, bizarrement. Parce que c'est typiquement une série qui, alors j'ai envie de dire, qui prend son temps, avec tout ce que ça implique, puisque là, il joue d'ailleurs avec les temporalités, hein, donc voilà, il s'amuse aussi avec ça, mais c'est une série qui apporte une vraie récompense si on patiente jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la saison 2 et donc voilà, potentiellement la fin de la série ici, si a priori on n'a pas de saison 3 tel que c'est conçu en tout cas jusqu'à actuellement. Alors je commence par évoquer la fin parce que c'est pas juste par esprit de contradiction, c'est parce qu'à mon sens c'est le véritable atout de cette série. On a une progression qui est vraiment intéressante, assez lente, mais qui permet un bel aboutissement en fait dans le tout dernier épisode de la série. Alors, j'ai éprouvé un peu, en regardant la saison 1 et 2 de Loki, j'ai éprouvé un petit peu la même sensation qu'à la fin de la saison 1 de la série Sense8, alors qui n'a aucun rapport et qui ne fait pas partie du MCU, même si on reste dans les genres de l'imaginaire. Mais qu'on recommande chaudement. Tout à fait. Allez regarder Sense8, c'est absolument fabuleux. Mais c'est une série qui est vraiment dans un tout autre registre, mais j'avais vraiment eu un peu cette même sensation. J'avais eu beaucoup de mal à accrocher en fait pleinement tout au long de la saison de Sense8. Je trouvais que ça partait dans tous les sens, etc. Et c'est le dernier épisode de la première saison qui faisait vraiment prendre tout son sens à tout ce qui y avait précédé, aux interactions entre les personnages, aux relations, aux différentes capacités, etc. Et ça fonctionne vraiment comme une récompense pour le spectateur. Là, j'ai eu ça, mais seulement à la fin de la saison 2 de Loki, où on a vraiment cet aboutissement, alors pas tant qui donne tout son sens aux interactions entre les personnages, etc., mais qui donne tout son sens au parcours de Loki lui-même. En fait, c'est plus centré sur ça. C'est une série qui s'appuie sur des schémas déjà éprouvés, voilà, que ce soit dans ce type de série ou compris au sein du Marvel Cinematic Universe. Ici, on le voit notamment dans la saison 2, le personnage de Loki va accepter, comme Doctor Strange avant lui, il accepte de perdre, en fait, de se perdre aussi, encore et encore, pas tant à des fins de sacrifice pour garder le méchant en check, comme le fait un peu Doctor Strange, mais en voyant plus loin, parce que tous ces échecs sont des moyens de développer ses propres compétences et de construire lui-même ce qui pourrait être une solution. Et quand ça échoue, il trouve une autre alternative, etc. C'est un personnage qui va chercher encore et encore à sortir de l'impasse, clairement, qui a été créée. Et la longue séquence en fin de saison 2, où il apprend à maîtriser en fait une forme de nouveau don qui lui a été un peu imposé tant bien que mal, et où il tente diverses solutions, c'est vraiment une séquence qui est brillante, selon moi, qui marche très bien avec le concept de boucle temporelle et avec l'évolution du personnage. Donc je trouve que là, ça assemble vraiment bien tout ça. Ce qui fait que, alors on avait eu une longue stagnation du personnage de Loki, et j'ai envie de dire de fait, puisque dans toute l'histoire des Avengers, c'était un méchant d'abord, puis un personnage secondaire, puis il est mort. Donc forcément, ça aide pas le développement d'un personnage quand on meurt. Voilà. Dans la timeline principale, on va dire, du MCU. Donc moi, je me suis toujours pas remise d'ailleurs de cette mort de Loki, donc j'étais très contente de le retrouver ici. Mais après cette longue stagnation ici, le personnage se développe enfin, et vraiment dans cette série en tant qu'individu, pas seulement en tant que binôme de Thor, ce qu'on pouvait avoir bien sûr dans tous les autres films. Dans la première saison, on assiste à un développement plutôt émotionnel, avec justement sa crise d'identité, savoir qui il est en dehors de Thor, en dehors de Odin et de sa propre double identité, puisqu'il est déjà un enfant adopté. Enfin voilà, il y a ces éléments-là qui sont re-questionnés. Il doit aussi être confronté à ses doubles, donc comment se sentir unique quand on est déjà soi-même un variant et en plus qu'on a autant de doubles sous la forme d'enfants, de crocodiles, de femmes et d'autres choses improbables.
Et donc on avait ce développement émotionnel aussi bien sûr dans sa relation avec Sylvie. Alors on pourrait dire beaucoup de choses sur une relation qui reste un peu étrange voilà. Finalement quand on y pense, puisque quelque part c'est une autre version de lui-même, donc il y a un côté assez... Et en même temps, est-ce que Loki peut aimer quelqu'un d'autre que lui ? Oui, c'est vrai. Ça marche très bien. Tu vois, ça permettrait à même un épanouissement émotionnel du personnage. En tout cas, ça, c'était ma théorie un peu bisounours. J'ai envie qu'il soit heureux. Écoute, ce Loki. Mais donc ça, c'était la première saison. Et dans la deuxième saison, on assiste davantage à un développement, je disais, des compétences magiques, merveilleuses du héros. Ce qui fait que c'est donc surtout une saison de préparation, en fait. C'est la conclusion de la série. Et en même temps, ça nous ouvre plein de nouvelles portes et de belles possibilités pour la suite du MCU, avec ce statut de Loki qui change et qui passe de personnage il était déjà donc passé de méchant à personnage secondaire, mais qui devient désormais dieu du multivers, avec plein de potentiel pour la suite. Mais alors, maintenant que j'ai évoqué tout ce qui, selon moi, constitue les points forts de cette série, avec cet aboutissement qui est vraiment qui fonctionne très bien à mon goût, reste à décortiquer tout le reste. Et je trouve que là, c'est un peu plus compliqué parce que je pense que Loki, c'est une série qui est très inégale, à mon sens. Du point de vue narratif et du point de vue esthétique, on a des gros clins d'œil à l'univers Marvel, avec des choses plus ou moins bien intégrées, des choses assez subtiles et d'autres plus de l'ordre du gros coup de coude dans les côtes. Regardez, on a fait ça. Donc ça manque parfois un peu de subtilité. Parfois des grosses ficelles narratives sur les 2 saisons, au sens où je trouve qu'il y a des éléments en trop qui apportent pas autant que je pense était souhaité, notamment pas autant d'attachement, qui alourdissent un petit peu le propos. Je pense notamment à la fascination de Mobius pour les jet skis. On a compris que c'était dans son ancienne vie, que voilà, je veux dire, arrêtez, c'est bon. On a compris, vous l'avez fait une fois, c'est pas la peine de revenir tous les 2 épisodes sur ce fantasme un petit peu bizarre du personnage. Pour certains moments, tu vois, on a l'impression qu'ils font confiance au spectateur. Ils font appel à son intelligence, au fait que le spectateur a déjà toute cette masse énorme d'informations, de films, de séries, etc., qu'il doit mettre en relation. Et à d'autres moments, on a l'impression qu'on a ces grosses ficelles qu'on voit et tout qui est raccroché avec du scotch. Donc c'est un peu bizarre. De même, on a des personnages secondaires qui sont assez fascinants, mais je trouve qu'on a plein de personnages secondaires très chouettes qui sont mis de côté au profit de Sylvie, qui est un personnage intéressant, mais qui elle-même n'est pas exploitée en fait autant qu'elle le pourrait. Mobius, très admiratif de la performance de Owen Wilson dans la série, parce que c'est pas un acteur que j'apprécie particulièrement en temps normal, et là j'ai été vraiment bluffée par ça. Mais c'est un personnage qui était très bien dans la saison 1, et à la saison 2, il me gonfle. On a compris que c'était un sidekick, donc soit vous lui développez vraiment une personnalité, soit vous le laissez tranquille. Voilà, c'était un peu mon idée. Mais de fait, je trouve qu'on accorde beaucoup d'attention dans la série à ces 2 personnages secondaires, alors qu'il y en a plein d'autres qui restent vraiment à l'arrière-plan et qui pourraient être fascinants. Et c'est le problème, je voudrais une série dérivée sur tous les personnages secondaires. Mais là, c'est peut-être, je vais être honnête aussi, c'est peut-être aussi mon admiration pour Raphaël Casal qui parle. Raphaël Casal, c'est un acteur et un écrivain et qui, dans la série, il est dans la saison 2, il interprète le chasseur X05 ou l'acteur Brad Wolf. Donc c'est un acteur qui est vraiment génial, donc j'en profite. J'aurais forcément aimé qu'on le voit un peu plus, mais ça, c'est un goût pas du tout objectif et très personnel. Donc voilà, très rapidement, du point de vue de la réalisation de la photographie, je trouvais que la première saison apportait vraiment une fraîcheur avec un style rétro original, enfin très plaisant. Et contrairement à une série comme Tomorrow, qui était sur Apple TV+, contrairement à cette série-là où le style s'essoufflait vite, je trouve, tout ce côté graphique s'essoufflait vite, là, Loki arrive vraiment à tenir la distance dans ses choix esthétiques. C'est toujours renouvelé, il y a toujours en même temps une cohérence, ce qui fait que on arrive à conserver un peu cette étrangeté attachante de l'administration qui est la TVA. C'est l'administration bien complexe et avec ses propres règles superflues.
En France, on connaît bien ce genre de concept. Ah bah si, Donc, franchement, voilà, nos administrations pouvaient avoir ce genre de décor, moi j'irais un peu plus souvent, je pense. le même genre de personnel aussi, Oui. mais bon, ça c'est un autre problème. Mais donc voilà, tu vois, il y a c'est à la fois ce côté très agaçant et en même temps très attachant. On a l'impression d'être à la maison dans cette TV absurde. Alors je suis moins convaincue, moi, par tout ce qui est choix sonore et notamment des choix musicaux. Avec les génériques de fin qui m'ont souvent sorti un petit peu de l'atmosphère que j'avais pu éprouver dans l'épisode. Voilà, je trouvais que parfois c'était un petit peu déconnecté, en tout cas de ce que moi je ressentais dans l'épisode. Ce qui fait que dans l'ensemble, j'ai commencé la série Loki parce que ça faisait partie du MCU et que voilà, ça fait 15 ans, 20 ans qu'on est investi là-dedans, donc je continue. Bien sûr, c'est une partie de ma vie. J'ai continué par attachement au personnage de Loki et à l'acteur Tom Hiddleston, soyons honnêtes aussi. Mais voilà, j'ai continué pas toujours avec grand plaisir, mais par contre, j'ai eu cette belle récompense de la fin de la saison 2. Entre deux, c'est un peu en dents de scie, avec une évolution en filigrane du personnage de Kang, dont moi, personnellement, je me fiche royalement, en fait. Dans la série, Kang, il est là, c'est chouette, mais s'il est pas là, ça m'empêche clairement pas de dormir, si tu veux. Pour l'instant, je vois pas l'intérêt, je vois pas de fascination particulière pour le personnage. Donc voilà, ça j'attends de voir sur la suite. Mais Loki, c'est pas la série Marvel qui, selon moi, est la plus innovante. Mais je pense que c'est celle qui tiendra le mieux sur le temps long de ce fameux MCU. Voilà, j'ai essayé de faire court, mais c'est pas mon fort, et surtout sur une série comme ça où j'ai beaucoup de choses à dire, mais voilà mon avis. Donc pas du tout objectif. Mais voilà, est-ce que toi, Guillaume, qu'est-ce que t'en as pensé? Es-tu un petit peu d'accord avec moi? Oui, globalement. Après, globalement, je suis d'accord. Après, je serais curieux de savoir quelle est la série qui, pour toi, du coup, est la plus innovante du MCU. Les premiers épisodes de WandaVision, Ok. globalement. Après, ça part un peu en sucette, mais oui. Effectivement, les premiers épisodes de WandaVision qui sont assez fous dans l'idée du truc, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que moi, j'aurais quand même tendance, je crois, à retenir Loki comme étant la meilleure série. Peut-être le sens de ce que tu disais, quoi, sur le long terme, on va dire, sur sur les 2 saisons. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est la seule qui a 2 saisons, à part What If, mais qui est une série animée et qui avait été déjà au préalable découpée en 2 parties pour des raisons de production. Donc, pour l'instant, c'est la seule série et a priori, elle avait été prévue pour être en 2 saisons dès le départ. Moi, j'avais été enthousiasmé très vite. Je suis pas un énorme fan du MCU, j'aime bien parce que clairement, voilà, ça regroupe tout un tas de choses que j'apprécie dans la culture de l'imaginaire. Et comme tu dis, on a été bercé comme 10 ans par un élan qui était assez agréable à suivre, quoi, qui se tasse un petit peu aujourd'hui, mais en tout cas au début on était vraiment, il y avait vraiment un enthousiasme et une curiosité à chaque nouvelle itération. Et donc quand Marvel a annoncé produire des séries originales sur Disney+, et que Loki en faisait partie, et que en plus les premiers éléments dont on nous parlait étaient effectivement cette histoire de TVA, et on commençait à avoir un peu des éléments de DA qui étaient assez étonnants par rapport au personnage de Loki. On pouvait attendre un Loki plus en lien avec la mythologie nordique, et là on voyait quelque chose qui était plutôt plutôt futuriste, ou en tout cas plutôt SF, jusqu'aux premières bandes annonces où on posait clairement l'idée d'un Loki qui, même si c'était pas tout à fait exprimé, voyageait dans le temps, ou en tout cas prenait diverses personnalités, diverses apparences. Donc il y avait une vraie curiosité, et moi j'ai été séduit, je pense, en premier lieu par la DA générale de la série. Bon, je pense que globalement, quand tu regardes Loki dans les premiers épisodes, assez vite tu te dis quand même ah oui, ok, ils ont mis les moyens pour créer quelque chose d'inédit, puisqu'en plus c'est quelque chose qui est vraiment une nouvelle entité. Tout ce qui se passe dans les TVA, c'est vraiment quelque chose de à la fois assez énorme pour l'univers du MCU et en même temps totalement inédit pour nous qui suivons pas, enfin moi en tout cas qui ne suis pas les comics. La DA entre effectivement quelque chose d'assez du brutalisme, de l'esthétique un peu Bauhaus, du rétrofuturisme, c'était hyper frais. Et à côté de ça, il y avait aussi tout un côté très graphique avec le personnage de Miss Minute et le petit dessin animé qui
tout début de la saison 1 qui explique un peu le principe des variants et pourquoi du coup il faut les contrôler, etc., qui reprend un peu cette esthétique de animé des années 50, 60. Enfin, au début tu te dis ah ouais, effectivement on est ailleurs, quoi. C'est vraiment quelque chose de nouveau, et j'avais été vraiment bien attrapé par ça en saison 1. Et quand tu parles du générique de fin des épisodes, je sais pas si tu parles de ceux dans lesquels il y a des chansons ou de la musique de manière générale. Un peu des deux, mais notamment les chansons, c'est que moi, elles m'ont pas trop parlé, mais... Ok, parce que j'allais justement relever le fait que moi j'ai trouvé l'OST de manière générale de Nathalie Holtz, qui me semble, enfin moi j'ai pris plaisir à l'écouter ensuite, et je l'ai trouvé vraiment assez chouette, quoi, assez différente, avec des sonorités à la fois synthétiques, et en même temps il y a une étrangeté qui va bien avec l'univers qu'on nous décrit à la TVA, qui pour moi fonctionne bien. Et je trouve que justement le graphisme du générique, que ce soit le premier générique avec cette typographie qui change pour te montrer les différentes variations justement de Loki, enfin t'en faire un peu un premier prémisse, on va dire, et cette fin d'épisode où on est sur plutôt des gros plans sur justement tout l'univers avec les détails d'ordinateurs, de bureaux, de dossiers qu'ils ont mis en place et tout ça à la TVA. Ouais, voilà, tout ça en tout cas en tant que graphiste, j'ai vraiment été séduit, quoi, par ce truc-là. Il y avait une vraie intention, on n'était pas dans un truc un peu tiède, tu vois, à la Falcon and the Winter Soldier, pour ne citer que cette série-là, où évidemment le sujet s'y prête moins, mais on est moins dans le merveilleux et dans la découverte quand même, quoi. WandaVision avait ce truc-là, mais pas tant dans l'univers qu'elle mettait en place, mais dans la forme des épisodes et ce qu'elle référençait, quoi. Et puis, cerise sur le gâteau, évidemment, du coup, la série parle de voyage dans le temps. Et moi, je trouve que c'est toujours pour l'instant, c'est un concept que j'aime toujours autant dans la fiction. Voilà, je m'en lasse pas, parce que je trouve que ça peut vraiment ouvrir la porte à plein de trucs différents. Ça peut ouvrir la porte à des mindfuck, comme tu l'as dit, des boucles temporelles ou des espaces-temps qui sont presque impalpables, enfin inimaginables tellement ils sont énormes. Et ça peut aussi ouvrir la porte à la visite de périodes historiques, avec tout ce que ça peut impliquer de reconstitution et de personnages célèbres. Et ça permet d'avoir une richesse dans ce que tu peux présenter, un éclectisme, on va dire, dans les situations qui est cool, quoi. Et tout ça, du coup, sur le papier, c'est plutôt ma cam. Et en réalité, au niveau de la saison 1, moi, je l'ai trouvé, enfin voilà, j'en garde un bon souvenir. J'ai pas fait l'effort de la revoir avant la saison 2, je l'avoue, mais j'en gardais quand même un... Quoi ? Ouais, j'avoue. Tu fais pas tes devoirs avant que les nouvelles saisons arrivent ? C'est ça. C'est inadmissible. En plus, là, c'était facile parce que il y avait pas beaucoup d'épisodes et c'était qu'une saison. Mais j'ai été pris. Aucun effort. J'étais pris non, de mais court, franchement, écoute. Arrêtez d'écouter. Remballer votre J'ai podcast. besoin d'un timepad pour pouvoir voyager dans le temps et retourner dans le passé, écoute. Mais en tout cas, il y avait du rythme, il y avait du mystère, les personnages fonctionnaient bien, je trouvais, il y avait de belles alchimies entre les personnages, notamment Loki et Moebius, voilà. Et alors c'est marrant parce que toi, t'as soulevé en saison 2 que on attendait, enfin on était vraiment dans quelque chose d'un peu long, etc. Mais en fait, en regardant, parce que je m'étais pas fait la réflexion, c'est vrai qu'il y a que 6 épisodes sur ces 2 saisons, enfin 6 épisodes pour la saison 1, 6 épisodes pour la saison 2, ce qui est assez peu finalement, hein. Si on regarde les séries HBO, on est plutôt sur des séries de 10 épisodes, sur Prime aujourd'hui on en est plutôt aux alentours des 8 épisodes, et là on a des saisons de 6 épisodes, et en 6 épisodes je trouvais qu'en saison 1 ils avaient réussi à bien brosser, on va dire, la vision de ce nouvel univers, la notion de variant, qui était d'ailleurs je trouve un truc qui était bien utilisé aussi, en plus du voyage dans le temps et de tout le reste, quoi, cette petite, voilà, notamment l'épisode 5, Journey into Mystery, où on découvre plusieurs variants de Loki dans cet épisode, notamment celui qui est interprété par Richard E. Grant. Tapez ce nom, voilà, sur Google, vous verrez que c'est un acteur qui a fait énormément de choses et qui a vraiment cette gueule de cinéma, comme on dit, quoi. Vous ne connaissez que lui. C'est ça. Et qui joue une version de Loki qui est un peu la version de Loki des premiers comics, avec vraiment un peu à l'image de Vision quand il déguise dans l'épisode d'Halloween, quoi. On a vraiment cette espèce de costume très simple et en même temps il le joue hyper désabusé et ça marche trop bien, quoi. T'as envie de rire en même temps, il y a quelque chose qui passe dans son visage qui est assez génial. Tu vois, là, on est sur un épisode avec pas mal de fanservice. Alors là, par contre, oui. Mais qui marche bien, parce qu'il dit, tu sens que c'est une parenthèse, on fait un épisode fanservice, avec tout ce côté très nostalgique.
nostalgique, c'est de pas du tout de mon époque, mais il y a quand même cette nostalgie. Et tu vois, là, je trouve que ça marche bien parce qu'ils en font une parenthèse. Et puis bon, Richard Grant, quoi. J'avais lu des articles qui mentionnaient plus d'une vingtaine d'easter eggs dans cet épisode, puisque c'est un épisode où Loki traverse un espèce de monde chaotique dans lequel il y a tout un tas de choses qui se sont échouées d'une manière ou d'une autre, et donc évidemment ils en ont profité pour glisser plein de choses, dont des trucs très absurdes comme l'hélicoptère jaune de Thanos. Oui, vous avez bien entendu, si vous regardez cette série, vous pourrez voir ce truc et après vous irez chercher la référence, parce qu'évidemment personne ne l'a. Mais voilà, en tout cas, il y avait plein de choses qui se passaient en saison 1 qui étaient cool, et ça se finissait sur un enjeu qui était clairement défini et qui était annonciateur en plus de ce qu'allait être la phase 5 du MCU avec le multiverse, puisque Loki se retrouvait au centre même, enfin la décision qui est prise à la fin de la saison 1 quelque part déclenche les événements de la suite du MCU avec, on l'a dit donc, tu l'as noté, le personnage, l'antagoniste de Kang qui ensuite est apparu dans le dernier Ant-Man et qui est interprété par Jonathan Majors, il faut le dire aujourd'hui, un peu dans la tourmente, et qui est... Oui, enfin c'est un peu justifié aussi. Hein, parce que voilà, il a fait bien de la merde et qui du coup demain peut-être ne sera plus autant l'antagoniste de la suite de l'univers Marvel, mais quoi qu'il en soit, à cette époque... on était dans l'expectative de la suite de ce qu'allait être la suite de l'après Thanos, quoi, qui avait quand même marqué les esprits. Et on avait ce personnage qui, moi, m'avait plutôt plu dans l'interprétation que Meyers en avait de ce personnage-là, celui qui demeure, qui est un des variants du coup de Kang à la fin de la saison 1. Donc tout ça pour dire que j'étais plutôt impatient de regarder. Enfin, en tout cas, je savais que Loki saison 2, ça allait être une série que j'allais regarder. J'avais signé et il y avait pas de souci là-dessus. Je dois dire que au final, ça a été un peu laborieux dans son déroulé. Tu l'as dit, du coup, je vais pas te paraphraser. Globalement, moi, ce que j'en retiens, c'est les quelques nouveaux personnages, notamment le personnage de Obi, qui est interprété par, je suis absolument désolé, je vais certainement massacrer son nom, mais Ki Yu Kwan, qui du coup notamment a été oscarisé dans un rôle, dans un second rôle pour Everything Everywhere All at Once. Exactement, et qui est donc le fameux 2001 de Indiana Jones, voilà, un acteur qui a une sympathie immédiate et qui a un rôle et qui était dans les Goonies et qui était aussi dans les Goonies, ouais. Mais qu'on n'avait pas trop vu, on va dire, et qui là connaît une nouvelle belle exposition, et donc le rôle de Obi lui va très bien, et en tout cas il amène avec lui tout un univers aussi hyper sympa de cabinet de curiosité, de bricolage un peu bizarre, de trucs un peu lunaires comme ça qui fonctionnent très bien. La saison 2 commence avec ça, et on retrouve ce truc de la TVA justement de ah ouais, ils ont mis les moyens, on découvre tout un nouvel univers. Bon, au final, ils en feront pas grand chose de cet endroit, en tout cas. Le personnage, on va le suivre toute la saison, mais cet endroit, voilà, il est plus visuel qu'autre chose. Mais en tout cas, voilà, ça, c'était plutôt un grand oui. Par contre, l'histoire de la saison 2 en elle-même, donc toute cette histoire du cœur de la TVA qui donc contrôle les flux temporels, qu'ils essayent en gros de réparer parce que suite à la saison 1 il est cassé, et qui donc va faire intervenir le personnage de Victor Timely qui est un variant de Kang, en tout cas un variant de physique de Kang, et qui du coup est joué là aussi par Jonathan Majors. Ça prend de la place dans la saison 2, et en fait on s'en fout un peu parce que et on s'en fout, mais oui, ça ne débouche sur pas grand chose, voire même rien en fait, si on veut spoiler un petit peu. Autant quand il interprète Kang, il a une posture, une carrure qui fonctionne bien, autant ça marche pas pour Victor Timely, le personnage tout timoré, etc. Ouais. T'as vu son physique, qu'est-ce que tu veux qu'il soit timoré, ça ne marche pas. Enfin, Puis il le joue vraiment d'une manière très cartoonesque, très j'ai vu en tout cas sur internet que les gens avaient trouvé qu'il cabotinait fois 1000 et que du coup il était insupportable. Alors je pense que la réputation de l'acteur ne devait pas aider non plus dans l'appréciation de son jeu, mais c'est vrai que on sent qu'il a voulu faire quelque chose de différent pour en effet être montrer que c'était une autre personne, et il y a quand même une réplique où il nous arrache quelques sentiments, notamment dans presque la fin de son arc dans le passé, on va dire, où justement il dit mais je suis pas la même personne en fait, vous me connaissez pas quoi. Et bon, il y a des trucs comme ça qui sont intéressants quand même avec ce personnage, parce que ça rappelle des trucs, notamment par rapport à Loki et tout ça, mais mais regarde, toute la série passe son temps à nous contredire ça, puisque
le Loki qu'on a dans la série, c'est pas le Loki qu'on a vu qui meurt en se sacrifiant face à Thanos, etc. C'est pas le même. Ouais, c'est parce ça. que c'est pas voilà. Et pourtant, on passe notre temps à nous dire que bah si, nous on a le même attachement au personnage. Donc bah ouais, je suis d'accord, mais en même temps, ça marche pas trop, quoi. C'est tout ce paradoxe des variants et des timelines c'est ça. Qui se croisent. Et puis on se retrouve avec autant la saison 1, j'ai l'impression du coup assumer d'être un pivot important dans l'histoire du MCU, autant cette saison 2, elle l'est aussi quelque part, mais en fait, notamment par rapport à ce personnage-là, on sent que il raconte pas grand-chose parce que finalement, c'est pas quelque chose qui pourra être utilisé plus tard, quoi, le personnage de Victor Timely. Donc voilà, en fait, moi, ce que je me suis dit en t'écoutant aussi donner ton avis, c'est que, en fait, peut-être que Loki, son problème, c'est qu'il y a pas assez d'épisodes et que peut-être une série... Il y a pas assez de Loki. Déjà, pas assez de Loki dans Loki. de Tom Hiddleston et de Loki, mais peut-être que une série qui aurait eu plus d'épisodes sur la saison aurait permis peut-être de mieux travailler un peu ses concepts et parce que là on sent qu'il rush un peu tout dans cette deuxième saison, parce que comme tu le dis, ce qui compte c'est la fin, et la fin est vraiment magnifique, et en effet à retenir c'est les 2 derniers épisodes qui sont vraiment touchants, poignants. J'avais tendance à dire l'année dernière que alors est-ce que c'était cette année ou l'année dernière, enfin en tout cas les moments qui m'avaient marqué de manière un peu émotionnelle ces derniers mois, ces 12 derniers mois on va dire, ou 24 derniers mois, c'était je le redis mais la scène de montée de trône de Viserys dans House of the Dragon. Oh arrête. Moi, je suis pas remise encore. C'est ça, et le discours de la mère adoptive du personnage de Cassian Andor dans la série Andor à la fin, qui est un super discours aussi, un super moment de télé. Et là, tu vois, la fin de Loki, pour moi, se place un peu à ce niveau-là, quoi. Et ça fonctionne bien, et en effet, on est content pour le personnage, on est content pour l'acteur aussi. Les 2 derniers épisodes sont, comme tu l'as dit, assez génial dans à la fois les concepts de SF qu'ils déploient et en même temps ce que ça veut dire pour les personnages. Mais c'est très centré sur Loki en effet, et ça n'apportera pas grand-chose pour les autres personnages qu'on laissera un peu à l'issue de la série quelque part dans une espèce d'entre-deux, pas négatif, mais dont on sait pas vraiment quelle sera à eux leur destinée quelque part. Enfin, tout continue un petit peu comme avant finalement, mais Loki lui a pris sa place dans cet univers pour de bon, quoi. Donc un peu plus timoré on va dire sur la saison 2, un début de saison, le premier épisode qui commence bien, et puis une fin de saison qui est assez géniale, mais c'est vrai qu'un milieu qui essaye de raconter un truc qui est pas inintéressant. Quand on regarde les épisodes en soi, on se demande où ils veulent en venir, et c'est pas mal, mais quand on sait la fin de la saison, on se dit ah oui, bon, bah au final ils auraient peut-être pu raccourcir ou agrandir, ou en tout cas pas faire ça comme ça, quoi. Ouais, ce qui fait que tu te retrouves avec des moments à la fois d'espèce de flottement, enfin de plat, voire de légère prise de tête, hein, parce que c'est toujours le problème des voyages dans le temps et des choses comme ça, mais tu sais, le concept du guide de la TVA qui a été écrit et par 2 personnes en fait simultanément qui se sont influencées, ça tu vois, d'un point de vue philosophique, ça me fait un peu des nœuds au cerveau. Et t'as des moments où tu vois, moi, le moment où Kang il se relance dans son monologue, parce qu'il le fait très bien, et qu'il commence à expliquer la vie un petit peu à Loki, et que Loki lui dit mais à quel moment tu crois que c'est la première fois qu'on a cette discussion? Et c'est là que tu vois, là tu te prends quand même une claque et tu te dis non seulement c'est c'est le personnage auquel on s'est attaché qui reprend le dessus, c'est ce personnage qu'on a vu évoluer de toutes ses facettes, et là on voit qu'il arrive à prendre le dessus sur un personnage qui est censé être omniscient, omniscient, tout puissant, comme pouvait l'être Thanos en son temps dans les premiers films du MCU. Là on a ce personnage avec lequel qu'on a détesté, qu'on a adoré, qui est très complexe, avec lequel on a une histoire, et là il reprend le dessus en une réplique, et tu vois, là c'est le genre de moment où tu te redresses sur ton siège et tu dis oh putain, il se passe quelque chose, voilà. Et ça, c'est dans les séries Marvel, ça me manquait clairement. Il y avait des bons moments et des choses comme ça, mais ça manquait d'une vraie claque. Et là, à partir de cette réplique là, tu retrouves un petit peu cet esprit qui me remotive. Moi, quand je regarde des films de Marvel, généralement, je ressors super motivée. Donc, le côté héroïque des choses.
Oh, c'est ça, tu vois, t'as l'impression d'être badass après quand tu bois ton thé, ça a aucune... c'est très bête, mais voilà. Donc voilà, je pense que globalement, je continuerai à dire que c'est pour moi la meilleure série du MCU sur Disney+, parce que c'est celle, je pense, qui va en effet peut-être le mieux vieillir et dans lequel il y a le plus de choses intéressantes qui se tiennent pour ce qu'elles sont et pour la performance de leurs acteurs et actrices. Ça aurait peut-être effectivement pu être encore mieux, quoi. C'est un peu le regret qu'on peut avoir à l'issue de cette saison 2. On devient exigeant. On devient exigeant et en même temps, ils font aussi tellement de trucs pas très exigeants à côté que, tu vois, c'est normal aussi qu'à un moment donné... Secret Invasion. C'est ça, attends, pour là, j'ai même pas regardé, effectivement, et vous n'aurez jamais de watchlist sur Secret Invasion, parce que, voilà, mais... Sauf si vous le demandez, voilà, à corps oui, et à ça. cri, je le forcerai à regarder. Et on en dira voilà. du mal. Donc, envoyez-nous ça peut des être messages. un concept, effectivement, le hate watchlist. Mais donc, ouais, non, c'est plutôt une série à recommander, effectivement, et je pense même que c'est peut-être une des rares séries qu'il est important de regarder pour peut-être mieux apprécier les films du MCU de ces années en cours, on va dire, quoi. Parce que il s'y raconte quand même pas mal de choses. D'ailleurs, si vous avez commencé à suivre le MCU, j'ai envie de dire du début ou presque, vous avez peut-être suivi, en tout cas, un bout de la série Agents of S.H.I.E.L.D. Oui. Et là, en regardant la série Loki, j'ai un avis plus mitigé. D'accord. Mais je me suis rendu compte à quel point on a évolué, alors en bien ou en pas bien, hein, ça c'est, je laisserai les gens juger, mais depuis Agents of S.H.I.E.L.D., c'est-à-dire que quand on a commencé, quand il y avait le début des Agents of S.H.I.E.L.D., on avait l'idée que vous avez les films, c'est le produit phare, et après on avait des produits dérivés comme la série Agents of S.H.I.E.L.D. C'était un bonus si vous voulez, mais en gros si vous suiviez pas, bon, si à un moment vous allez vous demander pourquoi Coulson est revenu alors qu'il était mort, mais c'est à peu près tout. Là, on a vraiment l'idée que... C'est ça, il était à Tahiti. On a vraiment l'idée que le récit se développe conjointement dans les films et dans les séries. Alors certes, c'est très exigeant parce que ça demande aux spectateurs d'avoir vu beaucoup de choses et c'est un reproche qui est fait actuellement sur The Marvels, mais c'est le pari que fait toute l'équipe de Marvel. C'est vraiment une proposition intéressante qui a son originalité malgré tout. Et là, on a aussi une forme de, alors je vais employer des grands mots, mais de respect, j'ai envie de dire, vis-à-vis de la forme sérielle. C'est plus simplement un bonus qu'on fait en plus parce qu'il nous restait un peu de budget avec des acteurs secondaires. On donne vraiment toute notre confiance. Si tu dis ça pour Agents of S.H.I.E.L.D., je suis pas d'accord. Et alors j'aime beaucoup l'interprète de Coulson, hein, c'est pas le souci, mais on est d'accord qu'ils mettaient pas tout le budget, toute leur confiance dans Agents of S.H.I.E.L.D. Clairement. Donc là, on a au moins une autre proposition qui est faite. C'est pas juste un programme secondaire, c'est quelque chose qui va devenir, a priori, décisif si tu veux comprendre la suite de la trame du MCU, au même titre que la plupart des films, en fait. Et voilà, rien que pour ça, c'est intéressant de comparer, de voir l'évolution qu'on a pu avoir depuis quelques petites années maintenant. Faut pas calculer, tu prends un coup de vieux sinon. C'est ça, ça ne nous rajeunit pas. Oui, on pourra peut-être parler un jour de Agents of S.H.I.E.L.D. parce que je trouve que c'est un peu une série qui a commencé de manière très mitigée, mais qui plus les saisons passées a vraiment pris aussi sa propre indépendance, sa propre personnalité, et parce que justement, comme tu le dis bien, il pouvait pas vraiment raccrocher les wagons avec le film à l'époque. Et il y a un truc très à l'ancienne dans Agents of S.H.I.E.L.D., très tu vois les séries trilogie du samedi, quoi, que moi je trouve assez sympa. Effectivement un peu faux. Ne dévalue pas la trilogie du samedi. Non, mais il y a un petit côté un peu fauché, mais en même temps les personnages sont sympas, et puis il se passe des trucs qui sont parfois assez rigolos. Voilà, en tout cas c'est pas le sujet d'aujourd'hui et on en parlera peut-être ou pas un jour, mais aujourd'hui on vous parlait de Loki. Si ceux qui nous écoutent ont déjà regardé Loki et ils venaient juste confirmer ou pas leur ressenti, mais ils cherchent du coup autre chose, qu'est-ce qu'on peut leur recommander, Justine, pour aller plus loin ou rester dans cette idée? Alors, j'avais réfléchi à des recommandations et j'avais fait une liste, je crois, d'une douzaine de recommandations à partir de ça. Ok. Donc, vu que vous n'avez pas 4 heures à passer à m'écouter, je vais faire 2 recommandations selon vos goûts. Alors, si vous avez été séduit par le charisme de Tom Hiddleston,
ce qui est tout à fait normal. Je vous conseille une série, alors cette fois qui n'appartient pas au genre de l'imaginaire, une fois n'est pas coutume, mais il s'agit de la série The Night Manager, qui est un thriller mené par un très beau casting. C'était diffusé sur AMC aux États-Unis et sur BBC One en Angleterre. C'est actuellement disponible sur Prime Video, si je ne dis pas de bêtises, j'ai pas vérifié aujourd'hui, mais il me semble. Donc ça, c'est pour Tom Hiddleston dans un rôle très différent, mais très ambigu aussi. Montrer une autre facette un petit peu de son talent. Et dans un autre style, si vous êtes plus attiré par les boucles temporelles, mieux vaut dans ce cas regarder la série Poupée russe, que je recommande aussi, où on a 2 saisons, si je dis pas de bêtises, et où l'héroïne meurt en boucle, globalement, pour aller très vite. C'est par ailleurs avec l'excellente Natasha Lyonne, c'est disponible sur Netflix. C'est très décalé, très morbide par moments, avec une héroïne qui meurt en boucle, mais il y a des choses vraiment sympas à explorer dans cette série. Voilà pour mes recommandations. Tu conseilles quoi, toi, Guillaume ? Je vais pas être original et je vais vous rabâcher encore et toujours la même chose jusqu'à ce que vous nous envoyiez des messages sur les réseaux sociaux pour nous dire soit que vous avez regardé cette série, soit que vous en avez marre. Mais c'est vrai qu'on avait beaucoup comparé Loki à cette série. Pendant la promotion, tout le monde se disait « Ah, ça y est, Marvel est en train de faire son Doctor Who ». Parce que c'est vrai que vu de l'extérieur, on avait l'impression que Loki, comme ça, allait voyager dans le temps, prendre différentes apparences, résoudre des problématiques, etc. Bon, dans les faits, effectivement, pas tant que ça. Pas tant que ça, non. Peut-être un tout petit peu en saison 1, mais encore, vraiment, on est très très loin de ça. Donc évidemment, si tout ce que j'ai dit au début sur les choses qui m'avaient plu dans la saison 1, c'est-à-dire le voyage dans le temps qui peut mener à plein de concepts what the fuck, aussi bien dans la SF, de le fantastique, que dans le côté plus historique en voyageant dans des périodes données, etc. Un personnage qui est assez fou, à la manière un peu d'un génie comme ça, qui a des éclairs pour résoudre des situations inextricables et qui du coup crée comme ça tout un tas de situations rocambolesques et avec une bonne tension. Regardez Doctor Who parce que effectivement vous trouverez tous ces ingrédients dans cette série. Alors, je vais vous faire une fleur. Je vais pas vous dire regardez Doctor Who depuis le début de la première saison, de la première série des classiques, ni même de la New Who, donc à partir de 2005, parce que Disney, enfin en tout cas Bad Wolf Productions qui produit aujourd'hui Doctor Who et Disney Plus en France va nous faire une fleur puisque ils vont diffuser les épisodes des 60 ans de la série à partir de la fin du mois de novembre, là, donc jusqu'à la fin de l'année, avec en clôture un épisode de Noël. Bon, ça peut-être vous serez un petit peu perdu, mais en tout cas, après ça, en 2024, vous pourrez commencer une nouvelle saison de Doctor Who avec un nouveau docteur, des nouveaux personnages, et cette fois-ci incarné par Ncuti Gatwa, donc on a pu voir notamment dans Sex Education et dans le film Barbie, et vous pourrez vraiment commencer du coup Doctor Who par cette porte d'entrée puisque clairement de manière presque industrielle c'est le choix qu'ils veulent faire pour relancer en tout cas des nouveaux spectateurs et spectatrices sur Doctor Who plutôt que de commencer par les anciens docteurs et donc s'enquiller je sais pas combien d'épisodes. Voilà, vous aurez la possibilité sur Disney+, à partir de 2024, de commencer une nouvelle ère de Doctor Who et où normalement vous serez pas perdu et peut-être si ça vous intéresse, vous pourrez rétroactivement regarder les autres. Et dans ce cas, commencer à la saison 2 avec David Tennant. Voilà, soyons honnêtes. Ouais, je sais pas, parce qu'il y a comme le personnage de Rose qu'on découvre en saison 1, donc voilà, mais... Oui, mais tu comprends l'idée. Oui, tout à fait. David Tennant, toujours là. Mais donc voilà, oui, effectivement, je trouve que il y a assez de saisons pour que ça soit juste ma seule recommandation. Faites l'effort. En vrai, c'est vraiment ce que je dis aux gens qui ne sont pas forcément chauds. On donne les devoirs aux gens, quoi. C'est ça, non mais... Faites l'effort un peu, zut. Si vous avez regardé Loki et que vous avez dit « Ouais, j'aime bien et tout », faites l'effort de commencer un peu Doctor Who, et puis si ça vous plaît pas, arrêtez, mais en tout cas, faites l'effort parce qu'il y a quand même de fortes chances que ça vous plaise. Voilà. Merci à tous et à toutes de votre écoute. J'espère que vous tiendrez compte de nos recommandations. Dites-le nous sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à vous abonner à l'émission Spoilers sur votre fournisseur préféré de podcast. On est présent à peu près partout et si le cœur vous en dit, à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire. Alors,
il faut être honnête des fois dans la vie. J'ai regardé ces derniers jours, nous n'avons pas de commentaires, ni sur Spotify, ni sur Apple Podcasts. C'est inadmissible. Donc, écoutez, n'hésitez pas, on continuera à vous le dire, un petit commentaire, même si c'est pour nous dire un avis, par exemple, qui serait différent d'une autre. N'hésitez pas, avec bien sûr bienveillance et d'une manière construite. Si vous avez des recommandations de séries, voilà, c'est ça. Vous hésitez à regarder une série, vous voulez qu'on fasse le travail pour vous. Voilà, si vous voulez m'obliger à revoir tout Agents of S.H.I.E.L.D. pour qu'on puisse en parler, c'est tout, j'ai signé, je me suis engagée, donc voilà, mais mettez-nous les commentaires pour qu'on puisse savoir. C'est ça, et on verra du coup par la même occasion qui écoute nos épisodes jusqu'à la fin. Mais en tout cas, vous pouvez le faire et sur Spotify et sur Apple Podcast, et c'est la meilleure manière de soutenir Spoilers aujourd'hui, puisque tout ça va nous faire remonter dans les algorithmes de nos catégories respectives qui sont la télé et les reviews télé, et nous faire de découvrir au plus grand nombre. Donc c'est chouette, ça nous permet de faire d'autres choses dans les mois à venir. Merci du coup à celles et ceux qui l'ont déjà fait. Alors les notes, du coup pas les commentaires parce que je viens de dire que personne ne l'avait fait. Et à bientôt pour de nouvelles watchlists. Salut Justine. À bientôt, salut. Bonus Trax. Dans les ténèbres d'un lointain futur ou dans les royaumes mortels, il n'y a que la guerre. Mais il y a aussi un podcast, Lane Rider, l'émission qui vous parle avec amour du hobby derrière Warhammer 40 000, Age of Sigmar et leurs nombreux dérivés. Alors si vous avez toujours rêvé de découvrir ces deux mondes ou leurs figurines, retrouvez-nous à bord du Lane Rider, L-A-N-D plus loin R-I-D-E-R sur vos plateformes d'écoute préférées. Bonus Trax.